Alternance ou alternative, voilà le thème de notre spécial débat aujourd'hui avec Patrick Bongunda. C'est la première fois que je le reçois sur ce beau cadre et nous allons en débattre en long et en large. Très heureuse d'être avec nous, Patrick Bongunda, politologue, très heureuse. Merci beaucoup, madame. Nous allons d'abord commencer, moi j'aime bien d'abord commencer par des questions assez personnelles. Je vois un abacoste là. Est-ce que c'est un signe particulier pour vous de porter un abacoste? Pourquoi pas une veste et une cravate? L'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. Mais on reconnaît le moine par son habillement. Oui. C'est juste pour dire que la manière de se vêtir est un message. Exactement. Voyez-vous? Nous sommes Congolais. Et je pense que nous devons nous affirmer en tant que tels à travers notre manière, entre autres, de nous présenter devant les autres. Le président Mobutu, qui nous a quittés, que nous avons aujourd'hui tendance à diaboliser, nous a laissé certaines valeurs que nous devons apprendre à intérioriser. Entre autres, c'est l'accoutrement. J'estime qu'il est plus judicieux et plus rationnel d'être habillé de cette manière. Ça s'adapte au climat aussi. Hein, dans notre pays, ouais, en fonction des pesanteurs climatiques, que d'être en costume, cravate, dans un pays où il fait extrêmement chaud. C'est pas rationnel. Enfin, de mon point de vue. Je partage aussi ce point de vue parce que je me dis qu'il fait extrêmement chaud. J'ai pitié des gars qui sont en veste, cravate, chemise et tout ça. En tout cas, j'ai dit, mais c'est l'enfer sur terre pour eux, en tout cas. Alors, nous allons parler de l'alternance ou de l'alternative. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais se plaignent que malgré l'alternance, malgré qu'il y ait changement de régime, que rien ne va, que les antivaleurs d'avant ont repris de plus belle. Détournement, escroquerie, tout ça, voilà, les gens se disent mais on y croyait à ce changement, on y croyait à cette alternance, mais ça ne va pas. Est-ce que c'est vraiment votre point de vue? Vous sentez qu'il n'y a pas changement malgré le changement des personnes, des régimes? Vous savez, madame, lorsqu'on se pose de mauvaises questions, naturellement on ne peut qu'avoir de mauvaises réponses. Okay. Voyez-vous? Le problème congolais est-il d'ordre anthropologique ou systémique? C'est la grande problématique. On nous a fait croire que le problème congolais était résumé par l'alternance. Et qui dit alternance veut dire simplement changer de personne. Exactement. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Est-ce que depuis l'indépendance, en 1960, on a connu l'alternance ou on a connu l'alternative? C'est la véritable question que nous devons nous poser. Pendant la colonisation, il y avait une minorité qui s'est accaparée les richesses nationales. C'était des Blancs, bien entendu. On nous a fait subir tout ce qu'on nous a fait subir, et cela a conduit Lumumba à tenir son discours historique du 30 juin 1960. On dit voilà, il faut récupérer le pouvoir, que les Blancs partent. Les Blancs sont partis. Ils nous ont légué le pays. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? C'est que, en réalité, on n'a que déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On a créé cette petite élite qui a repris le système des colons, c'est ça? On a eu de nouveaux colons, le système plus noirs, le système de prédation. Exactement. Parce que vous devez comprendre une chose, madame. Le Congo, lorsqu'il est créé comme État, en 1885, c'était essentiellement pour servir de gisement, n'est-ce pas? Pour le compte de la communauté de puissance. Voyez-vous? Donc un puits de matières premières, exactement. Puits de matières premières, c'est tout. Où tout le monde pouvait se servir. Voilà. Et c'est pour ça même, lorsqu'ils ont reconnu la souveraineté du roi Léopold II sur le bassin du Congo, ils n'avaient pas le pouvoir de prélever même des taxes. D'accord? Parce qu'on estimait préalablement que c'était une zone qui appartenait à la communauté de puissance. Chacun pouvait venir puiser comme il veut. Mais comme le roi avait une vision, il savait pourquoi il cherchait une colonie, c'était justement pour affirmer la puissance hégémonique de son petit royaume. Le roi a développé le mécanisme pour imposer les taxes, n'est-ce pas? Et imposer tous les moyens possibles pour enrichir la Belgique. Et aujourd'hui, la Belgique, c'est la capitale de l'Europe, madame. Ouais. C'est pas en vain.
Parce que la Belgique, bien que 80 fois moins que le Congo, a eu la chance d'avoir un visionnaire à sa tête. Superficie, hein. Du point de vue superficie. Ouais. A eu la chance d'avoir un visionnaire à sa tête. Visionnaire ou génocidaire? Parce que là, quand vous me parlez des visionnaires... Ce sont des concepts qu'il faut relativiser. Ah bon? Oui. En fait, lorsque on veut... Moi, j'aime bien les ressemblances. Kagame, visionnaire, génocidaire, Léopold II, visionnaire, génocidaire. Comment le faire? Parce que ce que fait Kagame aujourd'hui, il le fait pour son pays, le Rwanda. Il le fait pour le bien de son pays. Léopold II a fait tout ça pour le bien de son pays. On dirait même qu'Hitler a fait tout ça pour le bien de l'Allemagne. Visionnaire, génocidaire, on ne sait pas trop où les caser. En réalité, il faut relativiser les choses parce qu'en réalité, la vérité est relative. Qu'est-ce qu'on attend par la vérité? Je m'explique, madame. Moi, je ne suis pas dans ce discours populiste. Je suis intellectuel, entre guillemets. Okay. Je m'affirme en tant que tel. Lorsque le roi Léopold II prend ces pays, la Belgique ne figurait pas parmi les puissances européennes. Elle venait à peine d'ailleurs de sortir de la colonie, de la colonisation, en 1830. Voyez-vous? Mais déjà en 1876, le roi organise une conférence internationale qu'il finance avec beaucoup d'argent. 1876. 1884 et 85, il y a la conférence internationale de Berlin. On le reconnaît comme le monarque de la Belgique, en même temps de l'État indépendant du Congo. D'accord? Le roi va investir tout son argent dans le but de rendre productif la colonie. C'est grâce à notre argent que la Belgique a été construite. On est d'accord? Vous pensez que le Belge, quand il parle du roi Léopold II, il parle du roi comme génocidaire? Soyons réalistes. Il y a quand même une frange de Belges qu'il considère un peu ainsi aussi. Oui, mais cette frange de Belges, il jouit de privilèges que le roi a donnés. Voyez-vous? Il ne s'agit pas ici de développer les états d'âme, c'est de comprendre l'autre en fonction de sa philosophie. Voyez-vous? Et je suis dans cette optique. Alors, je disais tantôt que le roi Léopold II, visionnaire qu'il était, il a créé le Congo. Parce que contrairement à ce que les gens disent, Congo Mboka Bakoko, le Congo a été créé par un homme, historiquement. Et c'est cet homme-là qui a financé les différentes expéditions, d'accord? Et c'est cet homme-là qui va réunir les 14 puissances à la conférence internationale de Berlin pour avoir le Congo dans sa configuration actuelle. Cet homme s'appelle le roi Léopold II. Pour l'intérêt de la Belgique, pas des Congolais. On est d'accord, madame? Mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les gens ne travaillent pas pour l'intérêt du Congo, c'est pour leur propre intérêt. Je pose le problème. Oui, c'est ça. Pour mieux réfléchir. Je réfléchis aussi, je me dis, si on doit juxtaposer ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ne travaillent pas pour l'intérêt de la RDC, c'est pour leur propre poche. On réfléchit ensemble. Ok. Ok. C'est-à-dire que le roi, quand il crée l'État indépendant du Congo, c'était avec une fonctionnalité purement prédatrice. D'accord? C'est-à-dire un État qui n'est pas créé pour satisfaire les besoins des autochtones, mais un État créé pour satisfaire essentiellement le besoin de la métropole. Et de lui-même aussi. Hein. Et de lui-même, parce qu'il s'est enrichi derrière ça. Voilà. Vous comprenez dans quel contexte historique le Congo a été créé comme État. Et pour asseoir sa domination, le roi Léopold II va créer un système. Parce que madame, pour diriger un pays, ou pour maintenir sa domination dans une colonie, il faut arriver à mater l'intelligence. Parce qu'en réalité, c'est l'intelligence qui est l'arme la plus redoutable que le bon Dieu a accordée à l'être humain. Et donc, quand on veut vous coloniser, on fait l'effort de maintenir votre intelligence en captivité avec ce qu'on appelle l'aliénation. Et donc, pour arriver à son but, le roi Léopold II va mettre un système pour affirmer la supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir et en même temps amener l'homme noir à douter de lui-même et éventuellement à abandonner ses racines, c'est-à-dire son identité. Ses coutumes, ses traditions. On va amener l'église, je suis chrétien, donc je ne suis pas contre la religion chrétienne. Il va amener l'école où on va nous enseigner
l'histoire des Mérovingiens, je ne sais pas quoi, des Carolingiens. Et les autres. Mais le royaume Congo ne sera enseigné qu'une toute petite partie. N'est-ce pas? Parce qu'on avait besoin... Des humanités d'ailleurs, ouais. C'est vers 4e ou 5e des humanités. Ce n'est pas fait en vain. On a besoin de faire comprendre à ces petits garçons de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, que quand ils parlent de la Belgique, ce n'est pas n'importe quel pays. Quand il est en face de l'homme blanc, il n'est pas en face de n'importe qui. C'était fait à dessein. Et donc, madame, vous comprenez que l'homme noir a été programmé. Je parle de l'homme noir en général, mais le Congolais en particulier. Il a été programmé pour être les sous-hommes complexés, incapables de réfléchir devant l'homme blanc en vue d'assurer la domination de ces derniers. Voyez-vous les contextes? Je parlais de la fonctionnalité prédatrice, c'est-à-dire un État prédateur. Ok? L'État contre le peuple. C'est-à-dire un État où la police, enfin la force publique à l'époque, que pour maintenir sa domination, l'État congolais a été créé comme un État oppresseur. Avec d'abord une milice d'environ 19 000 personnes, créée par le roi, pour imposer la terreur, pour ceux qui n'arrivaient pas à récolter les caoutchoucs par rapport au quota fixé. On coupait les mains, c'est ça. On coupait les mains à l'époque. Oui, on coupait les mains. N'est-ce pas? On coupait les mains. Tout ça a été fait à dessein. Je vous montre la nature prédateur de l'État. C'est-à-dire ce n'est pas un État qui protège les citoyens et c'est bien. Non. C'est un État par contre qui dépouille les citoyens. D'accord? L'État vous dit, messieurs, vous avez l'obligation de produire autant. Si vous n'êtes pas capable de le faire, qu'est-ce qu'on fait? On vous coupe la main. On prenait les femmes en otage. Certaines se faisaient violer. D'accord? Sans justice. La nature oppresseur de l'État, la fonctionnalité prédatrice. On violait la terre et on violait les femmes. On violait... Tout était violé. Tout était violé. Vous comprenez? Maintenant, lorsque nous arrivons en 1960, 55 déjà, il y a la conscience politique qui commence à émerger. 58, la conférence internationale d'Accra, n'est-ce pas? Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba, il participe, il revient. Voilà, les événements se succèdent. 4 janvier 1959, il y a ce qu'il y a eu. Ça nous conduit le 30 juin, n'est-ce pas? On nous donne l'indépendance. On nous donne, le verbe est très fort. Est-ce qu'on nous donne ou on s'est battu pour ça? Ce verbe est trop... Est-ce qu'on nous a donné, Lumumba l'a dit, on ne nous a pas donné l'indépendance comme un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Est-ce que la Belgique nous a donné l'indépendance? Ça, c'est la grande question. Est-ce que la Belgique nous a donné l'indépendance? Ou nous avons acquis l'indépendance? Les verbes ont leur force. Quel est le terme exact? Vous savez, madame, c'est fait à dessein. Quand je dis on nous donne, c'est comme pour se moquer. Je vous dirai pourquoi. Vous savez, l'indépendance, c'est la capacité de chaque État. La capacité de chaque État de faire entendre sa voix, n'est-ce pas? Sans subir l'influence des autres. La capacité de s'autodéterminer comme État. C'est ça l'indépendance. En d'autres termes, l'indépendance, ça s'est construit. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1960? On nous dit, vous êtes indépendant. D'accord? Bozu Lipanda. C'était trop brusque, c'était pas préparé, c'était mal préparé ou c'était un cadeau empoisonné? Je ne suis pas au niveau de l'opportunité. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était pas le moment? C'est ça. Je suis sur moi, je pose la question si c'était vraiment le moment. Parce que c'est là où tout commence ou là où tout commence à se détériorer. Est-ce que c'était le moment ou si c'était pas un cadeau empoisonné? J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre bien les concepts. L'indépendance du point de vue légal, on peut dire, voilà, le 30 juin, on a accédé à l'indépendance du point de vue légal, juridique, patati patata, le droit international. D'accord? Mais du point de vue réel, du point de vue sociologique, politique, ok? La Constitution de 1960 a été élaborée par le Parlement belge. La loi fondamentale. D'accord? La Constitution de Lulabour, c'est ça? Non, je parle de la loi fondamentale. De 1960. La Constitution de Lulabour vient en 64. En 64, ok. Mais je parle de la loi fondamentale, a été élaborée de 1960, ok. Par le Parlement belge. Non, nous, on était capable de le faire ou... Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais comprendre. Même lorsque vous voyez les conflits entre Kasavubu et Lumumba, parce qu'il y a un problème, en fait.
La loi fondamentale prévoit que le président de la République peut renvoyer le Premier ministre, n'est-ce pas? Alors que nous ne sommes pas dans une monarchie. Le président de la République est élu par une majorité parlementaire dont le Premier ministre avait le mot à dire. Comment expliquer que dans une république où le Premier ministre a une majorité parlementaire, que la Constitution puisse intégrer la dimension politique d'attribuer au président de la République le pouvoir de le révoquer? Est-ce que vous comprenez là où je suis? Chez eux, le roi règne mais ne gouverne pas. C'est-à-dire qu'ils ont transposé ça ici. C'est simple. C'est-à-dire que le Parlement belge a taillé une constitution en fonction des réalités exogènes de l'État congolais. Et cela nous a conduit là où, n'est-ce pas, ça nous a conduit. Vous comprenez? Si déjà, en 1960, on était incapable d'élaborer notre propre constitution, on l'a fait pour nous, comme État. J'aimerais qu'on puisse dépassionner les débats. Comment on pouvait affirmer qu'on était indépendant les temps entre gens? Politiquement, économiquement, n'est-ce pas? Sociologiquement. La Chine aujourd'hui peut dire qu'elle est indépendante, oui. La Chine s'affirme dans les concerts des nations. Comme État. Comme État. N'est-ce pas? La Russie aujourd'hui, on voit ce que la Russie fait. Elle peut s'affirmer comme un État indépendant. N'est-ce pas? Qu'est-ce que le Congo fait? Et qu'est-ce que le Rwanda fait? Il s'affirme comme État indépendant. J'aime appuyer là où ça fait mal, puisque voir les comparaisons, ça nous permet de voir un peu. Est-ce que le Rwanda aujourd'hui s'affirme comme un État indépendant? Je vais répondre à cette question, mais je n'aimerais pas qu'on puisse perdre de vue le systémisme, n'est-ce pas? Oui, parce que vous donnez l'exemple européen, ouais. C'est bien bon, mais en Afrique, j'aimerais bien voir aussi des petites comparaisons. Ne vous en faites pas, madame, je vais vous raconter. L'alternance ou l'alternative, c'est ça la base. Maintenant, pour répondre à votre question. Vous savez, le Congo est tellement géant, le Congo est tellement puissant, que je parle de la puissance en termes de potentialité. Ah, oui. Nous, on est... Tout est potentiel ici. Potentiel, oui. Ouais. Et le Congo est appelé à une destinée de grandeur, de puissance hégémonique, que je n'aurais pas passé mon temps comme intellectuel à réfléchir sur un pays qui a été l'une des provinces de notre pays pendant l'administration coloniale. Voyez-vous? Ce n'est pas par mépris, parce que je suis respectueux. Mais aujourd'hui, Monsieur Patrick, mais que l'on veuille ou pas, aujourd'hui même au sein des Nations Unies, le Rwanda s'affirme, nous sommes impossibles d'imposer nos positions, ou en tout cas d'imposer nos problèmes. Mais le Rwanda fait passer ses messages. Le génocide rwandais est passé. Tout ce que le Rwanda propose est accepté dans l'opinion internationale. Mais la RDC ne parvient pas à faire passer ces messages. Vous avez vu comment notre ambassadeur aux Nations Unies balbutiait même, parvenait pas à faire passer ce message. C'est pour ça que je parle des États. Le Rwanda a pu être faible dans le passé, mais aujourd'hui, moi je me dis, si le Rwanda, comme vous le dites, est un État indépendant, qu'est-ce qui se passe? L'alternative ou l'alternance? L'alternance, exactement. Qu'est-ce qui est important pour le Congo? D'accord? Est-ce l'alternance ou l'alternative? Est-ce l'alternative? Parce que l'alternative ne peut naturellement que conduire vers l'alternance. Exactement. N'est-ce pas? Mais l'alternance ne garantit pas forcément l'alternative. Ça, c'est sûr. J'aimerais que nous puissions baser le problème là. Madame Paulette. Vous savez, quand on veut devenir puissant, on passe plus le temps à regarder l'intérieur que l'extérieur. La Chine, pour devenir ce qu'elle est... fait la Chine, en fait. La Chine a fermé ses frontières pendant 40 ans. La Chine s'en foutait éperdument de ce que faisaient les autres. La Chine voulait se construire une personnalité. D'accord? Passer le temps à regarder les voisins, ça nous avance à quoi? Mais aujourd'hui, le monde est presque un petit village. On ne peut pas aujourd'hui vivre sans les voisins. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais je vous dirais que dans ces petits villages, ce sont les États qui ont leur identité qui s'imposent dans les concerts des nations. Exact. Vous connaissez un seul État puissant qui n'a pas une identité? Il n'y en a pas. D'accord? Vous parlez de l'Inde. L'Inde a une identité culturelle. D'accord? Une identité politique, économique. L'Inde s'affirme dans le concert des nations. Nous parlons du Japon. Nous parlons
de la Russie, nous parlons de tous ces États. L'Afrique du Sud, par exemple, ça fait. L'Afrique du Sud. Il s'affirme. Mais encore qu'au niveau de l'Afrique du Sud, il faut nuancer que la décisionnaire de l'Afrique du Sud, c'est dans le maître blanc. Hein. C'est dans. C'est pour ça que j'ai dit il faut relativiser. Et le Nigeria? Voilà, le Nigeria. Mais ça ne fait l'ombre d'aucun doute qu'aujourd'hui, le Nigeria, c'est parmi les États africains, n'est-ce pas, qui excellent. Justement parce que le Nigeria a une identité qu'il ne cesse d'affirmer comme État. Aujourd'hui, lorsque vous regardez tous vos mariages, comment ça se passe? L'identité n'est pas que politique, elle est aussi culturelle. Le Nigeria a affirmé son identité au point qu'aujourd'hui, il faut voir, tout Congolais cherche à se marier comme un jeune Nigérian. Ce n'est pas en vain en fait. C'est psychanalytique, madame. Voyez-vous? Donc, je disais tantôt que pour s'affirmer dans le concert des nations, il faut avoir son identité. D'accord? Il faut avoir sa personnalité existentielle comme État. Ok? Maintenant, posons le problème. 1960, on accède à l'indépendance. On nous fabrique une constitution en contradiction avec nos réalités endogènes. 64, on fabrique une autre constitution. Cette fois-là, c'est fait pour des desseins politiques. Ok? Ça va conduire au fameux coup d'État. En 65, novembre 65. De Mobutu. Oui. On va élaborer une constitution taillée sur mesure du président fondateur. 67, hein? La constitution, 67. 67. Une constitution taillée sur mesure, n'est-ce pas, du président fondateur. Non, déjà à partir de 1990, on a connu des constitutions de transition. Je ne vais pas reprendre l'histoire de la constitution de notre pays. Et voilà, Mouzé arrive, le décret, loi. Il abolit la constitution. N'est-ce pas? Il abolit la constitution. Joseph arrive, après l'assassinat, on a la constitution de transition, 1+4. Ça nous amène finalement au référendum pour avoir la constitution du 18 février 2006. D'accord? Madame, réfléchissons, dépassionnons le débat. Est-ce qu'on a compris qu'en réalité, le problème congolais, c'est d'abord un problème de système? C'est-à-dire que lorsqu'on arrive en 1960, on n'a fait rien d'autre que déshabiller l'homme blanc parce qu'on a gardé le même structure, les mêmes infrastructures. Les infrastructures, c'est normal, on peut le garder. On a gardé le même système d'enseignement. D'accord? Alors que je vous ai dit tantôt que le système d'enseignement, c'était dans le but d'affirmer la puissance d'un État contre l'opprimé. On a gardé le même enseignement. 62 ans après, on continue de garder le même système d'enseignement. D'accord? Conséquence, nous continuons à produire, permettez-moi les termes, décomplexé, le robot, n'est-ce pas, intellectuel, que les intellectuels. Des robots intellectuels que les intellectuels. Qui sont incapables de changer leur environnement, en fait. Le roi Léopold II vous dit, pas d'élite, pas de problème. Pas d'élite, pas de problème. Parce que le roi sait que c'est l'élite qui amène la révolution. Et donc, si vous devez former l'élite, finalement, le Congo finira par échapper à la Belgique et à la communauté de puissance. Alors, pour asseoir la domination de la puissance occidentale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fabriquer, n'est-ce pas, des gens qui pensent être intellectuels et tout. Mais il faut étouffer la subsistance intellectuelle capable d'amener le changement. Mais nous gardons le même système. Du point de vue politique, on fait tout en fonction des autres. Quand on cherche à faire en fonction de nos réalités, c'est pour des calculs partisans. On ne fait rien pour le Congo comme État. N'est-ce pas? Lorsque vous analysez tout ça, madame, vous pensez que vous pouvez parler de l'alternance sans alternative? Vous pensez qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est l'homme qui dirige le pays? Parce que hier, celui qui dirigeait le pays était aussi critiqué, à ce que je sache. N'est-ce pas? Avant lui, le maréchal Mobutu était pratiquement insulté chaque jour. Le mal zaïrois, l'incarnation du mal, c'était Mobutu. Mais aujourd'hui, on s'est dit à Mobutu, même s'il avait ses défauts, n'est-ce pas? Mais tel aspect de choses, Mobutu était important. Vous comprenez, madame? C'est-à-dire que lorsque vous réfléchissez comme intellectuel, lorsque vous sortez des carcans politiques, vous comprenez que l'État congolais comme État
a besoin de changer de fonctionnalité. Et là, c'est un travail des intellectuels. Comment quitter la fonctionnalité prédatrice, où vous avez un État oppresseur, opprimé, vers une fonctionnalité normative et protectrice de l'État. Mais comment le faire pratiquement? Puisque tout doit passer par les hommes. L'homme est au centre de tout. Comment changer ce système? Voilà. Doit-on changer les hommes? Je ne sais pas, comment faire pratiquement? Vous savez, la tendance de ramener la crise congolaise à la crise ontologique, hein, ou à la crise de l'homme, hein, c'est ce qui nous conduit souvent vers le dérapage, la dictature, n'est-ce pas, d'élever certaines personnes. Le développement est avant tout une question intellectuelle. Comment la société fonctionne? Il y a les hommes de pensée, il y a les hommes d'action. D'accord? C'est pas ce qui nous manque, papa. C'est pas ce... Quand je dis papa, c'est africain, vous comprenez? Ouais, je comprends. C'est pas ce qui nous manque. On a des hommes d'action, des hommes qui réfléchissent dans ce pays. Vous êtes là, vous êtes un intellectuel brillant. C'est pas ce qui manque. Qu'est-ce qui manque pour que ça colle? C'est ça le problème. On a des hommes d'action, des hommes... Accordez-moi une minute, vous allez me comprendre. Oui, je vous en prie. Il y a les hommes de pensée, il y a les hommes d'action. Ça signifie quoi? L'homme de pensée, c'est l'intellectuel. Qui regarde... Non, madame. On a toujours tendance de confondre l'intellectuel qui n'a pas forcément besoin d'aller à l'université et l'universitaire, l'académicien. C'est ça encore le problème. Vous savez, le Brésil, la personne qui a donné les fondements économiques, politiques au Brésil, c'est le président Lula. Vous savez l'histoire. Lula a quel niveau d'études? Mais c'est un intellectuel. Il a su donner des réponses aux problèmes de sa société. Vous comprenez? Le problème congolais, c'est parce que on a évolué dans un système qui a tué le génie créateur et ce système n'a pas pu donner naissance aux intellectuels libres de réfléchir et de mettre des paradigmes conformes à nos réalités. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas de ces innombrables professeurs d'université qui, constitutionnalistes, chacun prend position en fonction de ses intérêts, selon qu'il est au pouvoir ou il est à l'opposition. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de ce pseudo-professeur dans une large mesure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de professeurs, il y a des professeurs compétents, n'est-ce pas, que je respecte, qui se sont dépassés et qui ont accepté de mourir pauvres pour défendre la science et leur pays, à l'instar du professeur Kamana, qui est mort dans un état déplorable pour un intellectuel de son niveau. Vous comprenez? Madame Paulette, tout ça c'est pour résumer et vous dire que le Congo a besoin de quoi? A besoin d'une alternative. Mais votre question maintenant, qui amène l'alternative? L'alternative, ce sont les intellectuels affranchis, n'est-ce pas, du mimétisme occidental. Ah, pas facile, hein? La pression est tellement forte que là, on doit se couper du monde et beaucoup ne voudront pas perdre leur avantage par rapport au monde occidental. Là, il faut vraiment des gens plus que révolutionnaires pour accepter ça. Lénine vous dit, la révolution, Lénine, il vous dit, la révolution est une affaire d'élite de l'élite. Ça, il a raison. La révolution n'est pas une affaire de l'élite, madame. La révolution est une affaire de l'élite d'élite. C'est-à-dire de gens qui ont une vision de loin avancée par rapport à leur génération. De gens qui sont capables de voir le Congo il y a 50 ans après et de se battre aujourd'hui pour ça. Il n'y en a pas, hein, j'ai l'impression ici. Vu ça, je ne pense pas qu'il y a des gens qui pensent au Congo d'ici 50 ans, d'ici 100 ans. J'ai l'impression qu'on n'en a pas. On vit du jour au jour. Hein. Vraiment, le Congolais vit... donc le Congolais vit comme ça du jour au jour. Pas, je ne sais pas s'il y a une société savante qui pense au Congo de 2045, 50, 2100. Je ne pense pas. J'aime pas parler de moi parce que ce n'est pas intéressant. Ce sont toujours les hommes moyens qui passent leur temps à parler d'eux. Mais je vous dirai une chose, madame. Un peuple meurt lorsqu'il cesse de croire en lui. C'est que le Congo est mort. Lorsque... Il n'y a plus d'espoir dans ce pays, pour beaucoup. Hein. Non, non. Il y en a encore des gens qui ont l'espoir dans ce pays, qui croient en ce pays. Madame, ce pays est appelé à être une puissance. Vous pensez que tous ces États puissants aujourd'hui, ils n'ont pas traversé des moments de tumulte?
La Chine aujourd'hui, qui est la plus grande puissance économique mondiale, avant la révolution de Mao Tse-tung, en 1949, la Chine avec quel train de vie? La Chine avec quelle réputation dans les concerts des nations? Le Japonais traitait le Chinois de quelle manière? D'ailleurs, les colonisateurs. Mais aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique tremblent devant la Chine. Ils traitent d'égal à égal. Hein. Ce n'est pas une fatalité, madame. Okay. Ce n'est pas une fatalité. Nous pensons tout notre temps, voulais-je dire, à se plaindre. Moi, je me dis une chose. Tout ce que nous subissons comme problème, comme crise, c'est pour nous préparer à devenir une puissance. C'est la faute à nos leaders ou c'est la faute à toute la population? Est-ce que la population congolaise est responsable de cette situation ou quoi? Puisque ceux qui doivent nous guider, ce sont nos leaders. Nous donnons notre mandat aux députés, aux chefs d'État et tout ça. Ce n'est pas forcément la faute du Congolais. Lambda, c'est la faute aux dirigeants. On n'a pas un leadership fort ou des visionnaires, comme vous le dites. Madame, en sociologie, je pense que c'est en première qu'on a appris ça. La famille est la cellule de base d'une société. Lorsque un enfant est mal éduqué dans une famille, la faute incombe à qui? Marx vous dit, la conscience individuelle est l'expression de la conscience collective. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme, en réalité, n'est que le produit de sa société. Si vous voyez un enfant mal poli, comprenez que cet enfant est issu d'une famille où les gens ne sont pas bien éduqués. On est d'accord? Pas forcément aussi. Je parle de la généralité. De la généralité, mais je ne parle pas de l'exception. Parce que l'exception, justement, confirme la règle, madame. Okay. Vous comprenez? Quand vous avez un enfant qui se comporte bien, poli, bien habillé, le premier réflexe, c'est de dire... Il vient d'une bonne famille. Voilà. Alors, vous comprenez que lorsque vous avez une peuplade, parce que nous ne sommes pas un peuple, jusque-là, mais nous sommes appelés à devenir un peuple puissant, n'est-ce pas? Qui va diriger l'Afrique et le monde. Ça va arriver. Donc, lorsque vous avez une peuplade, c'est ce que je disais. En fait, hein. Je chemine, si je peux cheminer. Lorsque vous avez une peuplade où il y a un niveau très bas, vous avez une peuplade avec un niveau de conscience politique inférieur, ou qui pour voter un député, n'est-ce pas? On a besoin de se faire corrompre avec 5 000 francs, compte tenu des conditions misérables que l'on est en train de vivre par une sorte d'oligarchie. C'est fait à dessein aussi. C'est fait à dessein. Maintenir la population pauvre pour l'empêcher de réfléchir. C'est fait à dessein aussi, ce sont des calculs politiques. Oui, je suis tout à fait d'accord, je ne vous contredis pas. Et donc c'est pour ça que j'ai dit nous sommes une peuplade. Mais cette logique s'applique aussi aux dirigeants. C'est-à-dire si on a une peuplade, c'est parce qu'on n'a pas le politique. On a le politicards. Waouh. Vous comprenez? Parce qu'un politique, vous saurez sa capacité par la manière de traiter son peuple. Là, c'est un homme politique, un homme d'État. Vous comprenez? Un homme politique ne peut pas dormir sans savoir le taux de chômage est de combien. N'est-ce pas? Le SMIC est à combien? C'est d'ailleurs à combien? C'est une question que je vous pose. Un de ces personnes ne connaît le SMIC. N'est-ce pas? C'est 183 950. 100 combien? 183 950. C'est combien en dollars? Ça, 50 dollars? C'est moins de 100 dollars. Moins de 100 dollars? Ouais. Enfin, c'est une parenthèse. Je disais tantôt que je parle d'une peuplade, c'est parce qu'on n'a pas les politiques. On a les politicards. Ok? Et donc, c'est naturel, si vous avez les politicards, d'avoir une peuplade. Ok? Mais qu'est-ce qu'il faut, madame? Il faut que les intellectuels, c'est-à-dire les gens qui pensent Congo, se mettent au travail pour aider la République à mettre sur pied de nouveaux paradigmes capables de changer la donne. Si nous ne changeons pas le système dans lequel nous sommes, rien ne va changer. Et c'est donc dans cette optique que j'ai rédigé un livre qui va très bientôt paraître, la nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. Ces histoires d'identité là, bon, on y va. Expliquez un peu le titre. La nouvelle vision identitaire. Identitaire. Pour un nouveau Congo, ça signifie simplement qu'on ne peut pas espérer avoir un nouveau Congo si on n'a pas une vision identitaire propre à nous. Ça veut dire quoi? En français facile. Vision identitaire, ça veut dire quoi? Qui est congolais, qui ne l'est pas? Non, ça n'a rien à voir. Voilà, explicitez. Parce que les gens, quand ils voient identitaire, c'est... Voilà. Madame, c'est ça. J'aimerais glisser un petit mot. Est-ce que vous savez qu'il y a les espions congolais?
quelqu'un issu d'un père et d'une mère, n'est-ce pas, purement congolais, mais qui espionne pour le compte de notre pays. Ce n'est pas simplement en RDC Congo, enfin en RD Congo, oui, ça existe partout. Des traîtres, comme on appelle oui. Les agents doubles, ils perdent dans le service de renseignement, mais ils passent les informations. Vous comprenez? Donc on ne peut pas limiter la notion de la congolité simplement à la dimension biologique. La congolité, c'est aussi un état d'esprit. Vous comprenez? Donc quand je parle de la vision identitaire pour un nouveau Congo, je ne suis pas dans cette appréhension politicienne, n'est-ce pas, de dire que le Congo, les Congolais, c'est la biologie, non. Je suis dans le nouveau système social. Je vous ai dit tantôt que le Congo comme État a été créé avec un système d'exploitation. Conséquence, État oppresseur. Vous comprenez? Maintenant, quand je dis la nouvelle vision identitaire, ça signifie simplement la nouvelle vision des fonctionnements de l'État congolais en fonction de nos réalités. C'est-à-dire, si nous devons avoir, par exemple, un système politique, nous devons avoir un système politique stable que si ce système est en harmonie avec nos us et coutumes. Comme par exemple, on a 450 tribus, 450 coutumes et tout ça. Comment mettre ça en branle pour qu'il y ait harmonie? C'est possible. Donc nous devons avoir 450 nations ici. C'est possible. D'abord, je vous dis une chose, madame. La nation est une construction sociale. Vous comprenez? On crée la nation. La nation n'est pas naturelle. N'est-ce pas? Elle est créée par les êtres humains qui sont animés d'une volonté de vouloir vivre ensemble. Et vous prenez des mesures pour matérialiser cette volonté à travers de lois. Vous comprenez? Qui s'adaptent à nos réalités. Qui s'adaptent à nos réalités. Je vous pose une question pratique. Ouais. Par rapport à la polygamie, par exemple. Parce que je prends le Kenya. Le Kenya a déjà adopté la polygamie comme... vraiment, c'est plus... comment on appelle ça? C'est plus un délit, en fait, voilà. Et ils disent qu'ils s'adaptent à la réalité kenyane. Je prends vraiment un exemple de société. Pour vous, est-ce que la RDC doit légaliser la polygamie? Si on doit s'adapter à nos us et coutumes, à nos réalités propres. La question, je veux vous répondre. Ce n'est pas de dire si moi je suis pour ou contre. La question, c'est de se poser la question, est-ce que la polygamie entre en contradiction avec nos réalités culturelles? Moi, je trouve pas. Hein. Et moi, je trouve là, c'est à chacun de ça, c'est pas en tant que chrétien. Moi, je dis en tant qu'africaine et tout ça. La polygamie, c'était déjà utilisé par nos ancêtres, nos aïeux et tout ça. Vous savez, lorsque nos ancêtres... qui est venu en contradiction avec la polygamie, non? Moi, je pense. Vous savez, lorsque nos ancêtres mariaient 3, 4 femmes, 5 femmes, il n'y avait pas de divorce. N'est-ce pas? Le mariage n'était pas défini comme une affaire de 2 personnes. Le mariage n'était pas l'affaire de 2 personnes. Le mariage était l'affaire de 2 familles. C'est différent avec l'Occident. Parce que je pense que vous êtes mère de famille. Oui. Chez eux, ou en Occident, vous trouvez votre fille qui vient vous annoncer, même 3-4 jours après son mariage, « Maman, je me suis mariée. » Chez eux, ça se passe comme ça. On n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents pour se marier. Mais chez nous, lorsque vous allez à la commune pour célébrer le mariage civil, on vous pose la question, est-ce que vous avez donné la dot? C'est la question qu'on vous pose. Sans quoi, on ne célèbre pas le mariage. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les constituants ont voulu adapter le mariage en fonction de notre réalité culturelle. Exactement. Qui voudrait que pour que vous puissiez prendre une femme en mariage, il faut donner préalablement la dot et que les 2 familles soient en bon terme. C'est ce qui pousse certains chercheurs à dire qu'en Afrique, le mariage est familigamique. Familigamique. C'est-à-dire, le mariage est une affaire de 2 familles. Okay. C'est ce qui fait que vous pouvez mourir et on dit, voilà, Madame Paulette, vous avez 2-4 enfants, les enfants sont encore jeunes, votre époux a laissé son jeune frère, n'est-ce pas? Sans vous contraindre, je dis bien sans vous contraindre. Est-ce que vous estimez opportun de rester pour élever vos enfants? Vous appréciez, vous vous dites, voilà, si je dois partir, j'aurai forcément un autre type, n'est-ce pas? Qui ne va pas forcément porter la même attention à mes enfants. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ça répond à nos réalités. Okay.
Mais là, du coup, comme on n'a pas l'identité culturelle, ok, comme on a un Congo qui a été inventé par les autres et dont tout a été importé, aujourd'hui, on a même supprimé l'autorisation maritale. C'est-à-dire, Madame Paulette, tel que vous êtes là, au nom de la parité, vous pouvez travailler sans l'accord de votre mari. Exactement. Ce n'est plus à votre époux de décider même sur le lieu de résidence de votre... Ça, pour une fois, je suis d'accord. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, mais ce qu'on a tendance d'oublier, c'est que l'Occident n'est pas stable. Vous comprenez? En Occident, vous voyez les phénomènes de l'homosexualité en train de grimper. Pourquoi? Parce qu'on a dénaturé la famille. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on se marie à 12 heures pour divorcer à 14 heures. On se marie sur base des contrats. 2-3 ans. Vous comprenez? Mais comme on a été formaté par ces complexes, on est incapable de voir les choses avec nos propres réalités. Là, c'est pour répondre à votre question sur le mariage. Je ne dis pas que je suis en faveur de la polygamie ou de la monogamie, non. Ok? Mais je dis justement que la bonne loi est celle qui entre en harmonie avec les réalités endogènes de chaque peuple. Une loi qui entre en contradiction avec nos mœurs, avec nos us et coutumes, avec notre façon de voir le monde, n'est pas une loi. Et elle est appelée malheureusement à être en frein. C'est ce qui fait que on vous dit que quelqu'un est monogame, mais si vous suivez de près, il a des enfants d'ailleurs. Exactement, c'est ça, moi je trouve, c'est ce que moi je trouve comme l'hypocrisie nationale. Dans chaque famille, il y a toujours des enfants nés quelque part. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas posé en termes de système. Exactement. On ne pense pas sur comment créer un nouveau Congo en fonction de nos réalités actuelles. Parce que le Congo, comme État dans sa configuration actuelle, n'a pas existé avant 1885, Madame Paulette. On avait des royaumes. On avait des royaumes, on avait des empires. Des empires, exactement. D'accord? Mais dans sa configuration actuelle, où vous trouvez les Luba, les Congo, les Bakela, les Tetela, les Yaka, c'est réunir, c'est à l'issue de la conférence internationale unis de par Dakar. le sort, unis par les phares. Unis par le sort. C'est-à-dire, en d'autres termes, unis par hasard. Parce qu'il y a un type qui a voulu avoir une colonie en Afrique centrale, il a mis en jeu son argent et son génie, et il nous a fait unir. Oui, mais nous sommes maintenant unis par le sort, unis par l'effort. On est là maintenant. Moi, j'aime, en tout cas, d'une façon pédagogique, que devons-nous faire pour avoir cette alternative? Que doit faire la population? Que chacun se sente impliqué dans cette histoire. Parce que beaucoup disent, des dirigeants, on dirait qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe. C'est ce que moi je veux savoir. Pour chaque Congolais, quelle est sa responsabilité dans cette recherche de l'alternative? Vous voulez que je vous réponde selon la vérité ou selon la réalité? Les deux. Les deux. Je ne saurais pas. C'est l'une ou l'autre. La vérité, elle est politique. La réalité, elle est scientifique. Qu'est-ce qui vous importe? Oh là là, comme moi je suis journaliste, moi, je ne lâche pas l'affaire. Moi en tant que journaliste, qu'est-ce que je dois faire pour que cette alternative soit réelle? C'est ça la question. Qu'est-ce que mon caméraman doit faire pour que cette alternative soit réelle? Qu'est-ce qu'une maman vendeuse au marché doit faire pour que cette alternative soit réelle? Qu'est-ce qu'un médecin doit faire pour que cette alternative... C'est ça la grande question, parce que sinon ça va paraître des théories... en tout cas belle à entendre, mais qu'on ne peut pas mettre en pratique. C'est ça notre débat aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je dois faire pour rendre cette alternative réelle? Qu'est-ce que le président Fachi doit faire pour rendre cette alternative réelle? Qu'est-ce que le Premier ministre Sama Lukonde doit faire pour rendre cette alternative réelle? Qu'est-ce que le gouverneur doit faire pour rendre cette alternative réelle? Qu'est-ce que Fifi, Olala Balaba, Maman Fifi doit faire pour rendre cette alternative réelle? C'est ça la question. Sinon, ça serait des théories. Moi, je pense. Hein. La question devient intéressante. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous m'avez posé la question de savoir ce que chaque Congolais doit faire. Exactement. Je vous ai répondu en vous posant une question. Mais maintenant que vous venez d'expliciter votre question, parce que vous allez remarquer que lors de votre deuxième intervention, vous n'avez cité que le gouvernement. Ok. Et je vous ai dit une chose. Le Congo a besoin d'une révolution. Et les révolutions, c'est une affaire de l'élite d'élite. Voyez-vous? Ok. L'élite d'élite, ce n'est pas le petit peuple. Madame. La révolution française a été faite par le petit peuple. Ne vous en faites pas. Ah, ça a été fait par le petit peuple. Je peux vous répondre. Pensez peut-être par les grands, mais fait par le petit peuple. Je peux vous répondre. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. La Révolution française, elle a été conçue
pensée par les intellectuels. Mais mis en œuvre, mis en branle par le petit peuple. Par le peuple, oui. C'est-à-dire simplement, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est le peuple qui, ce n'est pas le peuple qui conçoit. Okay. C'est l'élite d'élite. Je ne parle pas de l'élite. Parce qu'au Congo, on a l'élite. De toutes les façons, on a les professeurs d'université. On a des hommes extrêmement intelligents. Mais la révolution n'est pas une question d'élite. Voilà. De l'élite de l'élite. Sommet de sommet. La crème de la crème. Et là, on n'a pas besoin d'être professeur. On n'a pas besoin d'être universitaire. On a besoin simplement de se poser des bonnes questions, d'avoir le moyen et d'être pragmatique. C'est ce que Poutine a fait, justement, après l'effondrement de l'URSS. Aujourd'hui, vous voyez l'Occident en train de trembler devant Poutine. Vous savez pourquoi? Poutine n'est pas n'importe qui, madame. C'est le produit du KGB, où on recrutait le meilleur. Vous comprenez? Il arrive, il dirige le FSB, il devient Premier ministre, il devient président de la République. Il travaille à long terme. D'accord? Il voit la Russie 20 ans après, 15 ans après. Aujourd'hui, l'Occident se mord le doigt. L'élite de l'élite. Donc, à votre question de savoir qu'est-ce que le peuple peut faire, qu'est-ce que chacun de nous peut faire, je vous dis non. La révolution ne peut être amenée que par la crème consciente, c'est-à-dire l'élite clairvoyante. Ok. Mais comment c'est possible? En quelques minutes, parce qu'il est déjà temps. Comment c'est possible? Passé, oui. Comment c'est possible? C'est par l'encadrement de futurs dirigeants. Ça, c'est la réforme scolaire. Hein, la réforme... Non, même pas ça. Je suis sur le plan politique. Politique, tout simplement, ok. Je vous parle de la nécessité qu'il faut mettre sur pied une structure d'encadrement de futurs dirigeants. C'est ce que j'appelle l'Académie politique nationale. Espérons. Ce n'est pas dans nos partis politiques qu'il y aura cet encadrement, en tout cas. Et vous pensez que vous pouvez avoir le changement dans ces pays avec vos partis politiques? Vous pensez? Madame, réveillez-vous de votre sommeil. Si vous ne comptez qu'à ces animateurs, avec le mode de fonctionnement, n'est-ce pas, actuel, qui ne date pas d'aujourd'hui, rassurez-vous que rien ne va arriver. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Désolé, mais la télé, c'est le temps. Le temps qui nous a été imparti est terminé, mais nous avons quand même suivi le message. Hein. C'était assez poignant. La révolution se fait par l'élite de l'élite, la crème de la crème. J'ai voulu vraiment faire sortir les grandes lignes. Ce n'est pas au peuple de faire sa révolution. Il faut que nous ayons presque une société savante. Moi, je réfléchis comme ça pour qu'il y ait cette élite. J'ai posé la question par rapport à la Révolution française. Il a dit que ce n'est pas le peuple qui a fait la révolution. Ça a été conçu quelque part dans un laboratoire bien fermé. Et c'est le peuple qui a mis ça en branle. Donc, j'espère que nous aurons cette société savante, cette crème de la crème pour avoir cette révolution. Sinon, il n'y aura pas de changement, sinon nous allons pourrir dans ce système. Et moi j'ai peur, et j'ai toujours cette peur vraiment dans le ventre, qu'un jour mon pays disparaisse. Je n'ai pas envie que le Congo se balkanise, je n'ai pas envie que nous ayons des fragments. C'est vrai que nous étions unis par les sorts, mais nous devons faire de ce sort-là un paradis. Moi c'est vraiment ce que je rêve pour mon pays, et j'espère que nous aurons des dirigeants visionnaires qui pensent au Congo. Que sera le Congo dans 10, 15, 20 ans? Merci à vous en tout cas pour ce partage. C'est moi qui vous remercie, madame. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, très très prochainement. Inch'Allah.